Bonjour Françoise Antôme, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'Université de Lyon. Vous avez beaucoup travaillé notamment sur les questions de transmission de la mémoire coloniale. Vous travaillez aussi sur les questions de religion, de discrimination et de racisme en milieu scolaire. On va évidemment y revenir, mais d'abord quand même un mot sur la situation de l'école, plus généralement d'ailleurs de l'enseignement en temps de Covid. Beaucoup de pays européens ont fait le choix de maintenir fermées les écoles. Certains pays s'apprêtent à les fermer. En France, l'hypothèse d'un reconfinement, ou en tout cas d'une fermeture des établissements scolaires est plutôt à l'étude, même est sérieusement sur la table. Lundi, au Ghana, pour prendre cet exemple qui m'a moi frappé, les écoles ont rouvert après 9 mois de fermeture, une année blanche pour ces élèves-là. Ce matin, j'entendais sur France Inter un professeur parler de bombe à retardement social s'agissant de la situation des étudiants. C'est aussi le cas pour l'ensemble des enfants scolarisés aujourd'hui. C'est une bombe à retardement social. Oui, je pense d'abord que ce n'est pas seulement un retardement, hein. Oui, Il y a des effets immédiats à tous les âges quand il y a rupture de la scolarité et, et organisation d'un enseignement qui en fait ne permet plus les interactions habituelles entre les enseignants et les élèves ou les étudiants. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve de l'école à l'université. Ça déshumanise quelque part le rapport pédagogique, ça lui enlève les subtilités qui en font à la fois le charme, mais aussi l'efficacité. Et ça standardise beaucoup plus, surtout dans les pratiques actuelles, où tout le monde ne maîtrise pas les possibilités de l'enseignement à distance. Et puis bon, un enseignement à distance pour des amphis de 300 étudiants ou plus, c'est pas évident aussi de créer des méthodes appropriées. Donc je pense que c'est déjà actuellement parce que, alors surtout chez les étudiants, parce qu'ils n'ont plus d'enseignement en présentiel depuis déjà plusieurs mois, et on voit que les effets à la fois d'apprentissage raté, entier, et puis les effets très néfastes en termes de santé mentale d'un certain nombre d'étudiants. Et pour les plus jeunes, ça transforme de façon évidente les relations entre l'école, la famille, les élèves. Récemment, je discutais avec une collègue qui enseigne dans le secondaire et qui me disait toute la difficulté qu'il y a les semaines où elle a les élèves à distance, à les faire venir à distance. Donc il y a un problème d'absentéisme énorme à cet lycée. Autre sujet, il y a 6 ans, jour pour jour, avait lieu l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo. Aujourd'hui, l'IFOP publie donc dans ce contexte une étude pour Charlie Hebdo et la Fondation Jean Jaurès sur l'expérience et le ressenti des enseignants sur les questions de laïcité, mais aussi, selon l'étude, de séparatisme religieux. D'abord, un mot sur la forme. On reviendra après sur le contenu de cette étude, mais sur la forme, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'étude? Que cherchent à vérifier les commanditaires de cette étude? Il faudrait leur poser la question, mais quand on lit les questions qui sont posées, c'est très étonnant. Hein. En fait, quand j'ai regardé le sondage, je me suis demandé, et moi aussi, quelle idée avaient en tête les personnes qui avaient posé des questions aussi farfelues pour moi aux enseignants. Alors d'abord, ils ont enquêté auprès de 800 personnels d'éducation, enseignants, primaire et secondaire. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup moins dans le secondaire, par exemple, et que si on regarde par discipline, ça en fait très peu par discipline ensuite. Donc déjà, ça relativise en termes d'échantillon, on peut dire. Ensuite, c'est très bizarre de poser des questions sur l'ensemble de la carrière. Il y a des questions qui montrent une mauvaise connaissance du milieu scolaire, du milieu des professions aussi. Quand on demande à un enseignant, la première question, elle est absurde même, parce qu'il demande à un enseignant, avez-vous eu connaissance de fait rétablissement? Et puis après, dans les résultats, il y a marqué dans l'établissement actuel, alors que c'est sur la carrière.
Donc, ouais, il y a des absurdités comme ça dans le sondage qui laissent un peu douter du sérieux de la chose. Et puis après, ça ne veut pas dire grand-chose de demander à des enseignants s'ils ont quelque chose à signaler sur l'ensemble de la carrière. Ce qui serait étonnant, c'est qu'il n'y ait rien à signaler. D'autant plus excusez-moi, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce que les enseignants signalent. Bien sûr, oui. Voilà, ça peut être de l'ordre du dialogue classique en classe quand un élève ne comprend pas quelque chose, ou ça peut être de l'ordre d'une revendication explicite, on ne sait pas. C'est ce que j'allais vous demander, en fait, de quels incidents parlons-nous, quelle est cette contestation? Mais ce qui est quand même, si on regarde justement sur les résultats de cette enquête, l'étude affirme, et on pourrait prendre peur, que 4 enseignants sur 10 se seraient déjà auto-censurés sur des questions de religion, et même 1 sur 2 dans l'enseignement secondaire, une hausse de 13 points par rapport à une précédente étude de 2018, je crois, c'était il y a 2 ans. Ça paraît énorme. Est-ce que vous diriez qu'il faut relativiser compte tenu de ce que vous venez justement d'exposer sur la méthodologie presque de cette enquête? Alors déjà, il faudrait savoir quels sont les enseignants qui se sont auto-censurés. Il y a un premier point qui est à remarquer, c'est que ce sont souvent des plus jeunes enseignants qui répondent oui. Donc ça correspond, c'est convergent avec un de nos résultats d'une enquête que nous menons depuis 5 ans, essentiellement qualitative sur les religions en milieu scolaire et qui montre… Qualitative, pour les gens qui écoutent, ça veut dire que c'est des entretiens précis avec voilà, c'est pas des coches, des croix à caser dans des coches. Quoi. Des entretiens, des observations, on reste longtemps dans les établissements pour saisir la complexité des situations. On s'intéresse aux situations et non pas aux opinions ou aux ressentis des enseignants. Le sondage, il s'intéresse aux ressentis, aux représentations, aux opinions des enseignants. Donc ça fait une grosse différence. Nous, on s'intéresse aux situations réelles en quelque sorte. Donc déjà sur il y a une autre question aussi absurde, ça m'y fait penser, qui demande, avez-vous connu déjà des demandes de l'absentéisme du fait de pratiques religieuses? Ah oui. Forcément, mais pourquoi mettre ça dans un sondage sur le séparatisme alors que c'est prévu par la loi? Oui, bien sûr. Donc, ben oui, il y a de l'absentéisme à certaines dates ou certains jours parce que bien, des élèves peuvent avoir une autorisation pour ça. C'est pas scandaleux en soi. Vous précisiez justement que c'était quand même beaucoup les plus jeunes des enseignants, et c'est ce que dit l'étude, ce phénomène touche justement plutôt les jeunes enseignants. Est-ce que ça signifie qu'avant tout, il y a un problème de formation, que les profs ne sont pas forcément outillés à pouvoir répondre à des sollicitations que d'aucuns pourraient apparaître comme étant des contestations des valeurs républicaines de la laïcité? Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Premièrement, qu'est-ce qu'on entend par contestation? Deuxièmement, comment elles sont interprétées? Et on voit bien que la même action qui peut être interprétée comme contestation par l'un ne va pas l'être par l'autre. Et que donc, dans ce contexte-là, dans ces deux catégories, on va dire, ce sont plus les jeunes enseignants, plus inexpérimentés, qui vont qualifier une intervention d'élève de contestation. Mais une contestation, quand on a de l'expérience avec les élèves, c'est quelque chose qu'on traite tous les jours. C'est pas grave, ça fait partie du travail d'apprentissage, du travail pédagogique. Si les élèves arrivaient à l'école en sachant tout, c'est pas la peine qu'il y ait de l'école. C'est pas la peine que les enseignants fassent leur travail. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on pense tout de suite à la formation. Alors moi, j'aurais envie de mettre l'accent sur d'autres dimensions. Les enseignants, dans notre enquête, nous expliquent que leur principal problème, ce n'est pas un problème de recrutement. Leur principal problème, c'est le manque de mixité sociale et culturelle dans certains établissements. Et plus il y a homogénéité sociale et culturelle, quelle qu'elle soit, par le haut ou par le bas, j'ai envie de dire, et plus il y a des difficultés. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qu'ils ont, ce sont les difficultés scolaires de certains élèves face auxquels ils se sentent parfois démunis. Et plus loin dans leur discours, quand ils parlent de manifestations religieuses, là on trouve que des enseignants plus jeunes, moins expérimentés, pas plus jeunes en âge, mais moins expérimentés, sont plus souvent en situation de difficulté, et on a essayé de comprendre pourquoi. Alors ce qui ressort, c'est que, les élèves savent très bien
ce qui fait débat et ce qui peut mettre en difficulté un enseignant. Donc, c'est une étape de bizutage quasi obligée dans certains établissements, de faire valoir ça dans la classe. Deuxièmement, dans les établissements où il y a des vrais collectifs d'enseignants, les enseignants, même inexpérimentés, même confrontés à une difficulté, trouvent rapidement des solutions. Parce qu'il y a de la transmission intergénérationnelle, parce qu'il y a des règles de travail collective qui font qu'ils ne sont pas seuls, ils ont des ressources collectives du métier et d'autres ressources que leur transmettent d'autres collègues. Là aussi, où il y a une direction qui travaille de façon collégiale avec les enseignants. Et donc, quand il y a tous ces éléments réunis, les difficultés non résolues, qui posent vraiment problème, il y a besoin d'externaliser la solution, sont très rares. C'est ce que nous observons. Alors, sur le sondage, je pense qu'il y a aussi un effet attentat. Car nous avons commencé notre enquête, c'était juste après les attentats de 2015. Et on a vu au fil des années à quel point l'effet attentat diminue. C'est-à-dire ce qui était perçu comme danger, comme la manifestation d'un danger imminent, comme une menace, comme quelque chose qui prenait le pas sur les autres problèmes quotidiens, petit à petit, ça reprend sa place dans l'activité ordinaire et c'est relativisé comme d'autres soucis que peuvent avoir les enseignants dans leur activité ordinaire. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, parce que j'ai bien noté qu'avant la question de la formation, ce que relèvent les enseignants, c'est davantage la question de la mixité. Et ce que relève aussi l'étude de l'IFOP, c'est que ce qu'ils appellent cette hausse des contestations face aux valeurs de la République et de la laïcité n'est pas vrai que dans un type d'établissement qu'on pourrait souvent caricaturer, que ce seraient les établissements des quartiers populaires. Ils disent dans l'étude que c'est général, c'est sur l'ensemble du territoire, que tous les territoires sont concernés par cette hausse de la contestation par le fait religieux. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça révélerait si ces informations qu'il faut prendre avec des pincettes, ces données de cette étude, il faut prendre avec des pincettes, qu'est-ce que ça révélerait si l'ensemble des établissements sont concernés? Alors, ce que nous avons, analysé, c'est que ce n'est pas forcément en termes de contestation que ça se manifeste. Mais ce qui est sûr, c'est que la dimension religieuse, l'affirmation d'appartenance s'exprime beaucoup plus volontiers qu'avant, comme un élément dont l'institution est sommée de tenir par les parents d'élèves, par des élèves, tout ça, voire par des enseignants. C'est-à-dire que ça fait, et ça au nom de la liberté individuelle et au nom de la tolérance et du respect des croyances de chacun. Cela ne veut pas dire que ces personnes remettent en cause l'éducation nationale. Ça veut dire que leurs croyances, quand elles en ont le droit d'être reconnues. C'est qu'on est beaucoup plus dans une logique de la reconnaissance des spécificités individuelles. Et si je peux me permettre, ça rejoint toute une évolution du système éducatif qui dit aux enseignants, prenez en compte les élèves, individualisez l'enseignement, prenez en compte les besoins particuliers. Et c'est un courant aussi logique actuel dans la société d'individualisation des revendications, en quelque sorte, de reconnaissance à partir de particularités tout à fait singulières, que ce soit la religion ou autre. Il n'y a pas seulement la religion. Il y a aussi, j'ai vu les revendications pour cause de séparatisme religieux, soi-disant, sur les cantines. Mais il y a beaucoup de revendications, particulièrement dans certains quartiers, sur le fait d'avoir des repas végétariens. Est-ce que ça rentre dans le séparatisme? Pas religieux, certes, la plupart du temps, mais voilà, donc il y a ça aussi. Donc c'est plutôt ce que nous avons conclu à une espèce de montée de la conception libérale de la laïcité. C'est-à-dire une conception dans laquelle la laïcité, c'est d'abord la reconnaissance de la liberté de chacun, avant d'être perçue comme un principe politique qui permet le vivre
entre le vivre commun, le sentiment de pouvoir partager quelque chose entre des personnes qui ont des appartenances, des croyances, des histoires complètement différentes. Quand on vous écoute, et on est content de vous entendre parce que vous démontez, vous déconstruisez un peu des formules toutes faites, parce que ça y est, les chaînes d'infos, les médias, ça y est, il y a une recrudescence des actes anti-républicains, anti-laïcité dans les établissements scolaires. On va vous accuser de vouloir relativiser tout ça et de vouloir nier une certaine forme de réalité. On entend du côté du printemps républicain, du côté de la droite, une partie de la gauche d'ailleurs aussi, dire que ces intellectuels, ces chercheurs, ces universitaires chercheraient à nier une certaine forme de réalité. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous qui travaillez dessus depuis des années? Alors, la première chose, c'est que la plupart des gens qui parlent de ces questions ne font pas d'empirie, ne font pas d'enquête empirique. Ouais. Ils font au mieux des sondages, avec toutes les limites que cela peut avoir. Puis, comme je le disais, qu'est-ce que ça veut dire une contestation? Nous, on s'intéresse à voir qu'est-ce que ça veut dire une contestation. Une fois que la personne a utilisé cette catégorie, éventuellement, contestation, quelle est la situation à laquelle ça se réfère? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Qu'est-ce que la personne, l'enseignant ou autre, a fait concrètement? En s'appuyant sur quoi? Avec qui? Donc voilà, ce sont des méthodes complètement différentes qui permettent de rendre compte d'autres dimensions. Le deuxième point, et nous sommes allés sur le terrain sans a priori, plutôt avec l'idée qu'il y avait plus de problèmes qu'avant d'ailleurs, mais nous voulions vérifier ce qui, en fait, la réalité, c'est pas ça. Et puis, ce qui nous rassure quand même aussi, c'est qu'il y a d'autres enquêtes très quantitatives qui vont tout à fait dans notre sens aussi. Alors, je fais référence à une enquête du CNAL qui a eu lieu il y a 3 ans, il me semble, et qui était tout à fait convergente avec ce que je vous disais sur le fait que très majoritairement, que ce soit les élèves ou les enseignants, ne manifestent pas de problème par rapport à la laïcité. Et quand il y en a, eh bien, dans l'immense majorité des cas, les enseignants s'en débrouillent très bien, parce que ça fait partie de leur boulot. Et puis, il y a une enquête plus récente qui a fait le CNESCO, une enquête qui est parue en janvier 2020, et auprès de 16 000 élèves, je crois, et de 500 enseignants et 350 directeurs d'établissements, et qui montre au contraire une grande adhésion de tous au principe de la laïcité et les faibles contestations qu'il y a. Donc c'est pour dire que la façon de présenter les choses, le sérieux de l'enquête, sont pour beaucoup dans les résultats. Moi, ce qui m'étonne plutôt, c'est comment les médias s'engouffrent là-dedans, sans aucun esprit critique sur une enquête, sans la mettre en regard avec d'autres enquêtes, sans l'interroger en quelque sorte. Une enquête, c'est fait pour être interrogée, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Donc, c'est pour ça que ça revient à votre première question. Mais qu'est-ce qui était cherché en posant là dans le sondage? Je le disais, vous travaillez aussi beaucoup sur les questions de discrimination et de racisme en milieu scolaire. On entend aussi souvent dans ce contexte où on parle beaucoup des phénomènes religieux dans les établissements scolaires, dans l'école, et on entend dans ce discours qu'il y aurait aussi une recrudescence des actes antisémites, et les enfants de confession juive déserteraient de plus en plus l'école publique, voire seraient quasiment absents. Ça, c'est des phénomènes que vous vérifiez aussi sur un plan empirique. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée? Alors, la désertion des familles de confession juive à l'égard de l'école publique ne date pas d'aujourd'hui du tout. Elle a commencé à vraiment augmenter dans les années 80. Je vous conseille les travaux de Martine Cohen sur cette question, qui a fait une enquête empirique, elle aussi, sur cette question, et qui montre justement la progression de cette désertion par les familles de confession juive, et pas toutes bien sûr, de l'école publique. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un manque à gagner pour l'école publique, parce que ça enlève de la diversité. Et ça revient à la question de la mixité sociale et culturelle. Mais on voit bien que la question de la mixité sociale et culturelle de l'école n'est pas le problème simplement de l'école. Ce n'est pas l'école qui décide du regroupement des élèves homogènes en leur sein, ils sont sains.
c'est toute une politique de la ville, une politique sociale, économique, qui fait qu'il y a des homogénéisations de population qui se font. Ouais. Comment on y répond? Donc, Ouais. Allez-y si vous vouliez continuer, pardon. non, je repense à la question des… On arrive en fait à, et c'est le danger, à une sorte, certains parlent d'archipélisation de la Ouais. société, mais à une archipélisation de l'école. C'est ça le risque. Tout intéressant, que toutes les écoles quelle qu'elle soient soumises au même régime de contrôle, en STAT, elles ne sont pas contrôlées de la même façon, avec autant d'attention, avec autant de régularité. Comment l'école doit y répondre à ces questions de racisme, de discrimination, même d'enseignement, ce que le gouvernement appelle l'enseignement des valeurs républicaines, de respect de la laïcité? On dit toujours que, bon, il y a longtemps que j'ai quitté le système scolaire, mais c'est vrai que c'est une question qui m'interroge. Je me souviens de mes cours d'éducation civique, c'était toujours les cours un peu optionnels quand le prof avait le temps entre deux programmes qui étaient loin de terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une réforme à mener ou est-ce qu'il faut que ce soit l'ensemble des enseignants qui prennent à bras le corps ces questions qui sont ces questions de transmission je ne sais pas s'il faut appeler ça une transmission des valeurs républicaines, mais oui, c'est ce qu'on a appelé pendant longtemps l'éducation civique. Alors, j'ai une de mes anciennes doctorantes, devenue docteur, qui a fait son travail de thèse sur ces questions notamment, et avec elle, on a écrit un article sur l'enseignement des valeurs républicaines à l'école. Et c'était intéressant de voir qu'à partir de, là aussi d'une empirie ethnographique longue dans ces établissements scolaires, ce qu'on peut voir, c'est que les enseignants ne se réfèrent pas tellement au syntagme valeurs de la République. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. En revanche, ce que nous avons observé, c'est que quand on regarde la proximité d'opinion, de représentation, de croyance, l'immense majorité des enseignants sont porteurs de ces valeurs. Je laisse de côté pour le moment le flou sur les valeurs et tout le débat là-dessus. Ouais. Donc là, ça pose la question du recrutement des enseignants avec deux possibilités. Un, ce sont des enseignants qui, par habitus familial, social, sont les plus proches des valeurs de la République qui se tournent vers l'enseignement comme métier. Deuxième possibilité qui n'exclut pas la première, c'est un effet de la formation initiale et du concours, puisque dans le concours, il y a une épreuve sur agir en fonctionnaire de l'État. Ils sont intitulés et que là, les enseignants sont positionnés à partir d'un cas particulier qu'ils doivent traiter et qu'ils peuvent être évalués sur cette question. Et puis après, le troisième point, c'est qu'est-ce qu'ils font réellement dans la classe ou avec leurs élèves. Et là, on se rend compte ce qu'ils vont diffuser, ce sont beaucoup des normes scolaires et des normes sociales. Et ces normes scolaires, comme elles sont le flux de l'école de la République, transportent aussi beaucoup des valeurs d'égalité, particulièrement d'égalité de traitement, d'égalité des droits, des valeurs de liberté. Mais de liberté, c'est la valeur la moins, le principe politique, d'ailleurs pour moi, ce n'est pas une valeur, le principe politique le moins mobilisé par les enseignants. Ouais. Parce qu'à l'école, la liberté de l'élève, c'est toujours un petit peu dangereux, semble-t-il. D'égalité, de fraternité aussi. Donc, ils le font, j'ai envie de dire, en marchant, dans leur pratique quotidienne, parce que pour eux, implicitement, pour faire un bon citoyen, il faut d'abord fabriquer un bon élève. Et fabriquer un bon élève, c'est-à-dire un élève qui est acculturé aux normes scolaires et aux normes sociales qui les sous-tendent. Et ces normes scolaires et ces normes sociales incluent largement ces valeurs de la République. Donc, vous voyez, ce n'est pas si explicite que ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Alors, après, sur la question des valeurs, là aussi, je pense qu'il faudrait un peu arrêter de penser qu'il y a des gens qui n'ont pas de valeurs. Ouais. Tout le monde a des valeurs. C'est vrai. Tout le monde a des valeurs, et même des fois, elles portent le même nom.
mais on ne les interprète pas et on n'en a pas la même conception. Et c'est un peu le faux nez de cette question des valeurs de la République, car quand on reprend, par exemple, l'échantillon, l'éventail politique français, eh bien, je ne pense pas qu'elles soient interprétées de la même façon à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, au centre ou à la République en marche. Donc là aussi, il y a une explicitation, un débat. Et puis l'autre point aussi, c'est qu'il faudrait peut-être sortir de l'idée que ces valeurs ne peuvent pas être discutées, comme si c'était un dogme. Finalement, ces valeurs, et c'est Dominique Schnapper qui un jour disait la meilleure des choses, c'est que la laïcité soit en permanence un objet de débat public, parce que ça montre qu'elle est vivante finalement. Et c'est comme ça qu'elle s'adapte aussi. Eh bien, le fait que des élèves posent des questions, veuillent débattre sur des questions qui ne sont pas tabous, ce n'est pas tabou de dire, mais est-ce que la laïcité, c'est bien ou c'est pas bien? C'est plutôt bon signe. Alors qu'actuellement, on a tendance à le prendre de façon défensive en disant non, il faudrait qu'ils arrivent avec le catéchisme dans la tête et qu'ils le répètent tout le long de leur scolarité. Et puis en même temps, on dit qu'il faut former à l'esprit critique. Il faut savoir, il faut former à l'esprit critique, il faut former à des perroquets. Eh bien, merci beaucoup Françoise Lantôme pour cet éclairage, c'était vraiment très intéressant et ça nous permet aussi de mieux recevoir ce type d'études dont on va nous abreuver pendant quelques jours, je pense. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Au revoir.